Est-ce que, est-ce que moi, je vais voir les gens ici en haut ou non? Ils sont sur l'autre plateforme. Moi, je croyais qu'on allait les voir, personnellement. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a personne. Ben, c'est ça que je me demande aussi, mais en même temps, l'ouverture est terminée à 10 heures. Peut-être laisser le temps aux gens d'aller se Ouais. connecter. Je vais écrire à Rémi quand même pour être sûre. Mais toi, dans le fond, s'il y avait d'autres personnes sur l'autre plateforme, là, tu les verrais? Pas nécessairement. OK. La plateforme Steven, c'est juste, c'est comme un intermédiaire entre nous puis Ouais. les autres participants. Ils Fait que peuvent dans le fond, créer. on peut pas. Là, peut-être que là, on est en train de discuter, puis il y a genre 50 personnes qui nous écoutent. Ben, je pense pas parce qu'il faut qu'ils accèdent aux liens Zoom. OK. Donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue dans cette conférence Les jeunes et le droit. Donc, je vais partager mon écran. J'ai une petite présentation PowerPoint. Ah oui, il faudrait, excuse-moi Nadège, il faudrait que je pense que tu cesses de partager ton écran puisque ça me dit que je peux pas. OK, parfait. On y va. Alors, bienvenue dans cette conférence Les jeunes et le droit. Donc, je ne sais pas si on voit comme il faut. Attendez, je pense qu'on voit la mauvaise chose. Je suis désolée. On y va. OK. Alors, les jeunes et le droit. Donc, mon nom est Kim Bélanger-Baillargeon. Je suis chargée de contenu scolaire pour l'organisme qui s'appelle Éducalois. Donc, Éducalois, comme son nom le dit, c'est un organisme qui veut éduquer les gens sur leurs droits, donc sur les droits et la loi en général. Donc, je vais en premier lieu vous dire ce dont on va parler aujourd'hui pendant l'atelier. Ensuite, je vais brièvement me présenter pourquoi c'est moi qui vous parle aujourd'hui, puis brièvement présenter Éducalois, puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, clic. Les jeunes et le droit. Donc, on va commencer par parler de l'éducation juridique, donc l'éducation au droit. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on pense que c'est. Pourquoi est-ce que c'est important d'en faire? Ensuite, on va parler un peu du rapport au droit. Donc, ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que c'est et comment le changer ou comment avoir de l'influence sur le rapport au droit des jeunes. Et finalement, bien, comment faire de l'éducation juridique? Je vais vous parler du juridique dans les programmes d'univers social. Donc, il y en a déjà. Hein, on parle un peu de loi, de justice, de démocratie en histoire, en géographie, en monde contemporain, etc. Et les ressources existantes. Je vais vous présenter les ressources d'Éducalois, mais également plein d'autres ressources qui existent pour les enseignants ou pour vous-même en tant que citoyen. Alors, votre animatrice, donc moi-même, Kim Bélanger-Bergeon, enchantée. Je suis une ancienne enseignante d'histoire et de géographie au secondaire. J'ai enseigné pendant environ 6 ans dans des écoles privées de Montréal. Aujourd'hui, je suis chargée des contenus scolaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Éducalois, c'est un organisme où c'est surtout des avocats. Donc, des avocats qui vulgarisent la loi pour le grand public. Donc, on a 2 sites Internet. Le premier, c'est éducalois.qc.ca.
où il y a des centaines d'articles, donc 430, mais c'est toujours en train de grossir, en français, et ils sont presque tous traduits en anglais également, ce qui fait qu'on a beaucoup de contenu. Ce site-là, il y a environ 6 millions de visites par année, donc presque autant qu'il y a de Québécois. Et souvent, vous êtes peut-être ramassé sur ce site-là par Google, parce que quand on pose une question juridique à Google, genre comme quoi faire si je reçois une mise en demeure, c'est souvent Éducalois qui va apparaître dans les premières suggestions de Google. On a aussi un deuxième site qui est un site de ressources éducatives, donc vraiment pour les enseignants et les intervenants, mais surtout pour les enseignants. Donc, ce site-là, il y a beaucoup d'activités, des trousses pédagogiques clés en main et un programme d'atelier en classe qui permet aux enseignants de recevoir un juriste bénévole gratuitement dans leur classe. Mais on va y revenir à la fin quand je vais parler des ressources permettant de faire de l'éducation juridique. Donc, Éducalois, ce n'est pas gouvernemental et ce n'est pas non plus une entreprise à but lucratif. Donc, on est à but non lucratif. Donc, en vous parlant aujourd'hui de nos ressources, on ne fait pas plus d'argent. Tout ce qui est sur notre site est complètement gratuit et on existe grâce aux subventions publiques, mais aussi privées. Donc, on a des subventions du ministère de la Justice, du ministère de l'Éducation, mais également du barreau, du Québec, la Chambre des notaires, de la Fondation Desjardins, etc. Donc, c'est pour ça que toutes nos ressources sont gratuites. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'éducation juridique, donc le rapport entre les jeunes et le droit. Alors, premièrement, il faut se dire qu'est-ce que c'est de l'éducation juridique. Quand on pense à ça, on peut avoir un peu peur parce qu'on peut se dire, oh, il y en a vraiment beaucoup de lois, c'est vraiment compliqué. On a peut-être en tête un ami ou une connaissance qui a passé l'examen du barreau, puis on ne l'a pas vu pendant 3 mois là, parce que tout ce qu'il faisait, c'était d'apprendre des lois par cœur. L'éducation juridique, ce n'est pas ça. On ne veut pas faire de nos élèves des avocats, tant mieux s'ils décident de l'être, mais ce n'est pas le but de l'éducation juridique. Alors, en anglais, dans le monde anglophone, c'est un terme qui est plus connu, qui est plus développé au niveau universitaire. Ils appellent ça Legal Life Skills. Alors, c'est vraiment des compétences de vie, un peu. Parce qu'on le sait, depuis la réforme, oui, les connaissances sont importantes, mais les connaissances sont toutes en ligne. Elles existent sur Internet, dans les livres, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est surtout que les gens aient des compétences, comme on le voit ici, et les attitudes qui leur permettent de régler leurs problèmes juridiques, de chercher l'information, de chercher la réponse à leurs questionnements ou à leurs problèmes juridiques. Alors, on voit que c'est une démarche d'apprentissage qui, on vise, dans le meilleur des mondes, à ce que ça contribue à un meilleur accès au droit et à la justice. Parce que la personne, quand elle a des connaissances et des compétences, son attitude change. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver face à un problème juridique, disons, ça nous arrive pas mal tous au moins une fois dans notre vie, malheureusement. Et puis, elle va se dire, je peux régler ce problème. Je peux trouver les réponses à mes questions. La loi n'est pas nécessairement un langage étranger que les avocats se parlent entre eux, puis qu'il faut payer des centaines de dollars de l'heure pour avoir droit à leur service pour qu'ils nous expliquent. La loi, elle est compréhensible et elle est vulgarisée sur plein de plateformes, dont justement Éducalois. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, là. Excusez le caractère un peu fait maison de ce beau schéma. Donc, la démarche en éducation juridique, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'au début, l'individu perçoit le droit comme extérieur à soi. Puis, il y a un éveil. Cet éveil-là peut venir justement de problèmes juridiques, mais il peut venir aussi d'un enseignant, comme vous, qui éveille le jeune à la présence du juridique autour de lui. Parce qu'en fait, on a l'impression, moi, je n'ai jamais été en cours, je n'ai jamais été poursuivi, je n'ai jamais poursuivi personne, je n'ai pas besoin de connaître tout ça. Mais en fait, c'est faux, puisque tous les jours, on fait des actions juridiques. Par exemple, je vais chez le coiffeur, quand je lui explique ce que je veux, me faire couper comme cheveux, c'est comme un contrat. Dans le fond, un contrat, ça n'a pas besoin d'être signé puis revu par un avocat. Si je rentre là puis je dis « coupe-moi les pointes », puis il me rase la tête, est-ce que je vais le payer? Non, parce qu'il n'a pas respecté le contrat oral qu'on a eu. Prendre le métro, c'est juridique. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Un peu le juridique est partout. Donc, on prend conscience de ça, puis on se pose des questions par rapport à nos droits, par exemple. Mon employeur me fait travailler 8 heures de suite, pas de pause. Est-ce légal? C'est un exemple un peu
pour que ça soit évident. Là. Puis ensuite, ben, une fois que je me questionne, ben, en cherchant des réponses avec des réponses à mes questions, ben, je m'approprie le droit et je développe un sentiment de compétence. C'est-à-dire que je peux régler mes problèmes, je peux faire valoir mes droits. Ça va faire deux choses. Pour la société, ça va faire un citoyen qui est plus participatif. Et pour l'individu, ben, ça va lui développer la capacité de prendre des choix éclairés et poser des actions appropriées. Et là, vous remarquerez que action appropriée, ben, ça peut être la contestation de l'action appropriée. Je peux en apprendre plus sur le droit et me dire, ben, coudonc, ça n'a pas de bon sens. Et aller manifester, faire partie d'un groupe citoyen, tenter de faire changer la loi telle qu'elle est. Ou choisir de ne pas la respecter, choisir de ne pas respecter la loi. Nous, en tant qu'organisme, on donne l'information, la personne, c'est un individu intelligent, elle fait ce qu'elle veut avec cette information-là. Alors, elle peut décider de ne pas respecter la loi, mais elle le fait en connaissance de cause. Alors, l'éducation juridique, ce n'est pas un cours de droit, c'est une démarche qui s'initie dès l'enfance et qui se poursuit tout le long de la vie de l'individu. Alors, voici de quoi ça peut avoir l'air comme exemple, puisque c'est un peu flou tout ça. Quels apprentissages on peut faire à quel âge chez un enfant, un adolescent et un adulte? Bon, dès qu'on arrive au primaire, dès la maternelle même, on a conscience des règles. Donc, il y a des règles dans mon quotidien. Il y a des règles à la maison, des règles dans la rue et des règles à l'école. Donc, tout de suite, je suis éveillée dès l'enfance au fait qu'il y a des règles. Mes rapports, ces règles-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles encadrent mes rapports avec les autres. Je ne peux pas frapper les autres. C'est sûr que l'enfant de 5 ans ne va pas dire que sinon, il va être accusé d'assaut. Vous comprenez qu'elle ne voit pas ça nécessairement d'un point de vue légal, mais il comprend les règles. Et aussi, il comprend les règles pour sa sécurité personnelle. Je ne traverse pas à la lumière rouge parce que je vais me faire frapper par une voiture. Donc, c'est une base sur laquelle on est tous partis. En vieillissant, on peut commencer à moduler ses attitudes face au droit. Et, par exemple, le code de vie de l'école et les relations amicales. L'intimidation, on en entend beaucoup parler, là, toutes les écoles doivent avoir un plan contre l'intimidation. Bien, l'intimidation, ça a un côté légal. C'est-à-dire qu'il y a certains gestes liés à l'intimidation qui sont des crimes, comme par exemple la violence physique, les menaces de mort, les échanges de photos intimes, par exemple. La responsabilité criminelle. Et ça, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup dans mes pérégrinations, dans les congrès et tout ça. C'est que beaucoup de personnes, et même la majorité des enseignants, ignorent que la responsabilité criminelle, c'est dès l'âge de 12 ans. Alors, un enfant ou adolescent de 12 ans, ben, il peut être accusé d'un crime. Il ne va pas, bien sûr, recevoir les mêmes conséquences qu'un adulte. Là. Il ne va pas aller en prison, il ne va pas... bon, vous comprenez ce que je veux dire, là? Mais il peut être accusé d'un crime, les mêmes que les adultes. Et aussi, bon, le respect de la propriété. Arrivé au secondaire, on continue à bâtir là-dessus. Et là, le jeune va développer, on souhaite, sa confiance en lui et en ses capacités de compréhension. Et là, ce qu'on veut développer chez eux, c'est justement la compétence de rechercher les réponses à ces questions. Parce que là, entre 14 et 17 ans, ils vont commencer à avoir leur premier emploi, leur première blonde, vont peut-être même commencer à penser à aller en appart, etc. Donc là, ils vont avoir plein de questions. Plein de questions de droit du travail, mais bon, aussi la curiosité, le droit civil, le droit criminel, etc. Ensuite, bon, adulte, là, c'est évident, là, ça commence à devenir très grand, le droit de la consommation, de l'entreprise, les petites créances, droit de la famille, etc. Alors, pourquoi faire de l'éducation juridique? Là, je pense que, j'espère que j'ai déjà été un peu convaincante, mais c'est que dans le fond, on veut autonomiser nos élèves en tant qu'adolescents, parce qu'ils ont des emplois, il faut qu'ils fassent valoir leurs droits, mais aussi en tant que futurs jeunes adultes. Alors, on veut développer des réflexes juridiques, se dire, cette situation est-elle légale? Est-ce que j'ai des droits, des obligations aussi, qui peuvent s'appliquer dans cette situation? La confiance nécessaire pour faire valoir ses droits, comme je disais, mais aussi des connaissances de base. Donc, il y a une petite base de connaissances qu'il faut avoir si on veut que le flag de « est-ce que c'est légal » se lève dans la tête de la personne. OK.
Aussi, pourquoi faire de l'éducation juridique? Les mythes juridiques, qui sont quelque chose de tenace dans la société et qui nuisent quand même pas mal à son bon fonctionnement. Alors ici, ce que vous voyez, c'est les résultats d'un CAOUT, que probablement que la plupart des enseignants connaissent CAOUT, que j'avais fait au congrès de l'ACUS l'année dernière. Donc, il y avait à peu près 25 personnes qui avaient participé, tous des enseignants, hein, donc des personnes éduquées, avec un intérêt aussi pour les questions sociales. Et on avait demandé, après un certain nombre d'années de vie commune, les conjoints de fait ont les mêmes droits que les couples mariés. Alors, c'est faux. Et on voit que presque la moitié des personnes ont répondu que c'était vrai. Et pourtant, c'est un cas qui a été médiatisé avec l'affaire Éric contre Lola. On se souvient du cas, mais on dirait qu'on ne se souvient pas de comment ça a terminé. Comment ça a terminé? C'est que Lola n'a pas eu le droit à la moitié du patrimoine de Éric. Et ce que ça veut dire aussi dans la vraie vie, c'est qu'il y a des personnes qui vivent ensemble depuis, je ne sais pas, moi, 20 ans, 25 ans. Ils ne sont pas mariés, ils ont des enfants, ou ils n'ont pas d'enfants. Et puis, lorsqu'ils décèdent, s'ils n'ont pas de testament, le conjoint, de fait, ne reçoit pas d'argent. Donc, si on ne l'indique pas, le conjoint de fait n'a droit à rien. Donc, ça a des conséquences d'ignorer ce genre de connaissances de base et d'avoir ce mythe juridique-là qui se répand dans la société. Un autre, hein, c'est vrai qu'un locataire peut quitter son logement avant la fin, un locataire, pardon, excusez-moi pour l'erreur, peut quitter son logement avant la fin du bail. Alors, on voit que le mythe du 3 mois est fort, mais c'est faux. En fait, un bail, c'est un contrat. Et un contrat, on doit le respecter à moins de certaines exceptions. Mais ces exceptions-là sont genre insalubrité du logement, violence conjugale, etc. Donc, un locataire pourrait refuser qu'un locataire sans payer les mois de loyer qu'il doit. Et je continue, on a un quiz en ce moment qui est jusqu'à dimanche. Si vous voulez le prendre en note pour aller le faire, donc educalois.qc.ca, notre site, dossier/quiz. Vous pouvez aussi taper sur Google quiz Educalois, puis arriver directement. On a eu 4000 participants et vous voyez que la population québécoise, elle ne passe pas dans son bulletin. La population québécoise a une moyenne de 55 % de bonnes réponses sur 25 questions à choix de réponse concernant des lois ou des droits de notre vie quotidienne, de consommateurs ou de garde d'enfants. Bon, ça dépend si on a des enfants, mais vous voyez qu'il y a du travail à faire. Un autre exemple, c'est qu'il y a eu un grand sondage là, sur l'accessibilité et la confiance envers le système de justice québécois. On voit que, bon, c'est à peu près moitié-moitié les gens qui disent que le système québécois est accessible en termes de connaissances requises du domaine juridique. Donc, c'est-à-dire que les gens n'ont pas l'impression qu'ils en savent assez pour réellement avoir accès au système de justice. Et pourtant, un autre sondage nous dit que c'est un citoyen là, qui vit des problèmes légaux de nature civile, il y en a plus de la moitié, non, excusez, il y en a un peu moins de la moitié qui s'auto-représenteraient en cours. 40 % des personnes diraient « Non, moi, je ne veux pas d'avocat. » Bon, c'est sûr que c'est probablement à cause du coût hein, qui est lié à la représentation par avocat, mais reste qu'il y a, je trouve, un problème ici dans la balance. Les gens sentent qu'ils n'ont pas assez de connaissances, mais ils veulent s'auto-représenter. Donc, l'importance d'offrir non seulement de l'information juridique vulgarisée, mais aussi d'éveiller à ça dès le plus jeune âge. Donc, on rentre un petit peu dans ce qui nous intéresse, nous, vous, les enseignants, pour l'élève. Donc, pourquoi est-ce que mes élèves, ça les intéresserait? Bien, les élèves, déjà, ça les intéresse. Les élèves aiment apprendre sur le droit. Ils aiment apprendre les lois, leurs droits, leurs responsabilités. Bon, c'est moins sexy, là, leurs responsabilités, mais ça les intéresse quand même. Alors, dans le droit dans leur vie, nos élèves au secondaire, là, disons, ben, il y en a. Comme je disais, la responsabilité criminelle dès l'âge de 12 ans, la plupart des enseignants l'ignorent, la quasi-totalité des élèves l'ignorent aussi, sauf ceux qui ont eu la chance de recevoir des fois la visite d'un policier communautaire en 6e année, là, qui leur parle un peu de ça. Donc, à l'école, ben, ça peut avoir des conséquences négatives. Donc, le fait qu'ils ignorent la loi, mais aussi le fait qu'ils sont responsables criminellement. Hein, en théorie, tous les élèves du secondaire, de secondaire. Par exemple, si je me souviens bien, 2017,
Il y a eu l'histoire de l'école des Pères Maristes à Québec, où il y avait des élèves garçons qui s'échangeaient des photos nues d'une jeune fille. Donc, ces élèves-là avaient en majorité 13 ans ou 14 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est la police qui s'en est mêlée. Et les élèves ont été très choqués par ça, mais aussi certains enseignants, puisque parfois à l'école, on a tendance à régler les problèmes qui sont de nature même criminelle au sein même de l'école. C'est-à-dire un élève qui va en frapper un autre, qui va voler un autre élève, il va recevoir des conséquences à l'intérieur de l'école. Donc, est-ce qu'on leur apprend réellement à naviguer notre système de droit? On est dans une société de droit, pardon. En leur disant, en leur montrant pas que certains de ces comportements-là sont criminels et peuvent avoir des conséquences dans la vraie vie, comme par exemple le cas des Pères Maristes ici, où les élèves, bien sûr, de 13 ans ne sont pas allés en prison, mais je veux dire, ils ont un dossier criminel jeunesse. Ce n'est pas vrai que ça s'efface lorsqu'on arrive à 18 ans. Ça devient un autre dossier. Alors, ça peut avoir des conséquences plus tard. Ensuite, en ligne, hein, vous le savez, là, probablement que vous avez des confidences d'élèves, des situations d'intimidation en ligne que vous vivez à votre école, des élèves qui se confient à vous. Il y a une ligne entre les comportements de cyber-intimidation qui sont juste pas fins, puis d'autres qui sont criminels. Alors, sensibiliser les élèves à ça, ils sont conscients, ça les frappe là, quand on leur dit, tu sais, si tu agis comme ça en tant qu'adulte, tu peux te faire poursuivre, des menaces, de l'atteinte à la réputation de la personne, partager des images intimes, partage d'images de pornographie juvénile, partage d'images intimes sans consentement, c'est un crime au code criminel. Donc là, moi, mon but, c'est pas de vous apprendre à faire peur à vos élèves. C'est simplement qu'on met un standard aux jeunes dès l'âge de 12 ans. Enfin, là, tu dois respecter les lois comme les adultes, mais on ne leur en parle pas. En gardant les conséquences de briser la loi au sein de l'école, est-ce qu'on leur rend vraiment service? Oui, bien sûr, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de dossier criminel, mais il y a une sensibilisation à faire. Ensuite, le premier emploi, les agirs sexuels. Il y a beaucoup de choses dans le nouveau programme d'éducation à la sexualité, nouveau, ça fait 3-4 ans là aussi, qui sont de nature juridique. En secondaire 2, on doit apprendre aux jeunes le consentement. Donc, qu'est-ce que c'est le consentement libre et éclairé? C'est extrêmement juridique. Ça a changé la définition du consentement dans les 30 dernières années à cause de plusieurs cas qui se sont ramassés devant les tribunaux. Donc, c'est compliqué à comprendre. L'éducaloi a des ressources aussi pour ça, là, on va en parler plus tard. Et finalement, c'est important de parler de tout ça dès l'enfance ou l'adolescence parce que c'est à cette époque-là, lors de l'enfance et l'adolescence, que ce qu'on appelle le rapport au droit se cimente. Le rapport au droit, c'est quoi? Bon, ça a été théorisé par des universitaires pendant les années 90 et 2000. Donc, Ewick et Silby, pardon. Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a 3 postures face au droit. Okay? Un individu peut être soit face au droit. Donc, souvent, le citoyen, c'est un citoyen responsable. Il respecte la loi. Mais il respecte la loi parce qu'il a peur des conséquences. Okay? Alors, ce qu'il voit, c'est le droit, il est un peu extérieur à lui, ou bien le droit, c'est une boîte là, très, très rigide qu'on pose sur lui, qu'on pose sur la société. Il y en a même qui vont dire pour l'empêcher d'être libre ou pour empêcher les éléments les plus dérangeants de la société de causer trop de troubles. Mais cette posture-là face au droit, c'est pas vraiment celle qu'on souhaite développer. Hein. Justement, le cours d'histoire s'appelle Histoire et éducation à la citoyenneté. On veut développer des citoyens actifs. Okay? Alors, ces 2 autres postures-là, ce sont des postures actives. Donc, le citoyen, il participe. Il comprend que le droit, ce n'est pas extérieur à lui nécessairement. Le droit, c'est le reflet des valeurs d'une société. Okay. Exemple, là, dans les 20 dernières années, il y a eu quand même pas mal de changements, même si on a l'impression, et on n'a pas tort, que la justice bouge très lentement. Il y a quand même eu des changements, par exemple, le mariage pour conjoints de même sexe, l'aide médicale à mourir, la légalisation du cannabis, tout ça. C'est quand même des changements qui reflètent justement les changements de valeurs dans la société.
Et on a le citoyen contre le droit, mais lui aussi il est actif, le citoyen contre le droit. Il manifeste, il fait partie de groupes citoyens, il s'implique dans des partis politiques, etc. Alors, le problème un peu avec la manière dont ça se passe maintenant dans les écoles, et là je fais une parenthèse puisque ça ne se veut pas une critique, là, au contraire, je suis une ancienne enseignante, je sais très bien ce que c'est de vouloir enseigner à un groupe d'une trentaine d'adolescents. Il doit y avoir des règles, il faut que ces règles-là soient toujours appliquées de la même façon. Hein. On sait que les adolescents, c'est pas juste facile, mais c'est que dans le fond, d'un côté, on leur enseigne à l'école l'importance de la démocratie, de leur liberté individuelle, de leurs droits et de l'égalité. Et de l'autre côté, on a un code de vie qui est appliqué, pouf, toujours à la lettre, et avec un accent qui est mis sur la punition et non sur la réparation ou sur comprendre pourquoi cette règle est importante et pourquoi, quand on la brise, on nuit à l'ensemble de la mini-société qui est l'école, en fait. Il y a de plus en plus d'études qui sortent sur les mises en place de codes de vie de façon collective. C'est-à-dire que lorsqu'un enseignant met en place des règles de classe avec sa classe au début de l'année, ben, les élèves se sentent plus avec le droit. C'est-à-dire que les règles sont là parce qu'ils les ont décidées ensemble. Et si on a décidé d'une règle, on comprend qu'elle est utile pour le bon fonctionnement de la société. On arrive souvent au même résultat lorsque les élèves font eux-mêmes le code de classe. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre là, que tu ne peux pas hurler, mettre le feu, frapper tes amis. Tu sais, veux pas, la loi, c'est ça aussi. La loi, elle est rendue super complexe parce qu'elle reflète la complexité de notre société. Mais en fait, c'est quoi? C'est des règles qui se sont rajoutées au fur et à mesure que la société devient plus complexe. Mais à la base, c'est des gens qui s'entendent sur des règles que tous doivent respecter. Alors, ça, c'est une façon qu'on peut essayer de modifier un peu le rapport au droit ou d'insister vraiment beaucoup sur les conséquences qu'ont eues sur les autres, et sur nous-mêmes, sur les autres, sur le fonctionnement de la classe et de l'école, le fait que l'élève n'a pas respecté la règle. Alors, je reviens un peu à l'éducation juridique. Il y a des défis qui sont liés à l'éducation juridique. On veut parler de droit à nos élèves, on veut les éveiller aux faits juridiques dans leur quotidien, mais il n'y a pas de cours là-dessus à l'université dans la formation. Moi, j'ai fait aussi mon bac comme sûrement la vaste majorité d'entre vous, là, mon bac en enseignement de l'univers social à l'UQAM, et on n'avait rien sur le juridique ou sur le droit. Ensuite, le manque de ressources fiables. Souvent, on va vouloir parler de, disons, le code d'Hammurabi. Je vais en parler rapidement tantôt. Là. Puis là, on va taper code d'Hammurabi, mais on se ramasse souvent sur des ressources françaises. Donc là, ils vont vouloir faire des liens avec le droit d'aujourd'hui, mais le droit français est très différent du nôtre. On va aussi des fois se ramasser sur d'autres sites comme Cliquer Justice, qui est un site franco-ontarien. Donc, le droit civil au Québec est différent des autres provinces et on peut se ramasser à ne plus savoir où donner de la tête. Et aussi, le manque de temps. Ça aussi, en tant qu'ancienne enseignante, je comprends ça complètement. C'est-à-dire que on ne va pas s'amuser à sortir du cadre du programme pour prendre 3 cours pour parler des droits et libertés avec nos élèves. On n'a pas le temps. Et c'est pourquoi le prochain 5 minutes est dédié à vous montrer où est déjà le juridique dans le programme, dans les différents cours d'univers social. Et puis là, puisqu'on est un peu obligé d'en parler dans la progression des apprentissages, mais pourquoi ne pas bien en parler? Pourquoi ne pas prendre notre temps, prendre cette occasion-là pour essayer de changer le rapport au droit et de faire comprendre l'importance de connaître ses droits? Par exemple, des petits screenshots, j'aurais pu en prendre 20, là, mais c'est juste des exemples. Histoire et éducation à la citoyenneté, donc histoire secondaire 1 et 2. Ici, émergence d'une civilisation, le fameux code d'Hammurabi. Alors, les lois régies par le code d'Hammurabi. C'est super intéressant de faire des liens avec aujourd'hui. C'est sûr que si vous avez déjà lu des articles du code d'Hammurabi, c'est quand même troublant. Là. On pitche le monde dans le fleuve, on leur crève des yeux, on tue les enfants des personnes qui ont commis des crimes pour les punir.
c'est un peu frappant. Et les élèves aussi, ils capotent, en guillemets, là, quand on leur fait lire ça, à faire des liens entre le droit d'aujourd'hui et le droit de l'époque. Une première expérience de démocratie, organisation du pouvoir politique dans une société aujourd'hui. Alors, un député. Bon, comment moi je peux faire changer une loi? T'sais, le député, c'est quoi que ça fait? Ça vote des lois. Puis toi, c'est quoi ton rôle? Oui, une fois par 4 ans, tu choisis quel député va voter à ta place, en démocratie indirecte, mais c'est plus large que ça. Nommer la loi, bon, ici, la Constitution. Bon, la Constitution, c'est quoi? C'est des droits fondamentaux que tous ont, même les enfants, même les jeunes. Donc, ils vont aimer apprendre là-dessus. Sur la romanisation, les principes du droit romain. Et ça, c'est vraiment super intéressant de faire une planche avec ça. Là. On rebondit là-dessus parce que tout ce qu'on voit ici, c'est encore des principes de base de notre droit à nous. Notre droit à nous, bien sûr, a évolué beaucoup, mais il est sur les mêmes bases que le Code justinien. Et alors, par exemple, présomption d'innocence. Tout accusé, présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas à lui de prouver qu'il n'a pas fait le crime. C'est à celui qui l'accuse, donc l'État, de prouver que l'accusé est coupable. Fardeau de la preuve, donc hors de tout doute raisonnable dans un procès criminel ou prépondérance de preuve dans un procès civil. Jugement appuyé sur des preuves. Donc, je ne peux pas juger sur la réputation d'une personne. Hein. Ça, dans une salle de cours, si un témoin commence à dire ouais, lui, de toute façon, tout le monde le sait, il ne paye jamais ses dettes, ben, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre objection. Hein. Objection, jugement de valeur, je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je ne suis pas avocate, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, les catégories de droits que confère le statut de citoyen. Super intéressant à traiter aussi. Histoire du Québec et du Canada, bon, encore une fois, la progression des apprentissages. Il y a plein d'affaires, là, et plus encore, on n'a pas le temps de passer 50 minutes là-dessus. Mais un des principes légaux ou juridiques les plus importants dans le cours d'Histoire du Canada, c'est la dualité de droit. Donc, ceux qui l'ont déjà enseigné, même ceux qui ne l'ont pas enseigné, le savent, là, droit civil français, droit criminel anglais. Mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que je vous conseille fortement, on a fait une petite vidéo d'une dizaine de minutes sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Introduction au droit canadien et québécois. C'est en 10 minutes là, vraiment sur d'où vient la loi. Excusez le soleil, hein? Okay. D'où vient la loi, la différence entre le droit civil et criminel, les différentes cours, etc. Et le screenshot que j'ai pris ici, avec ma collègue avocate Zoé, on voit justement qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'on veut dire par le droit criminel anglais? C'est le common law. Et le common law, c'est quoi? C'est que, en fait, les jugements des juges, donc lorsqu'il y a une cause et qu'un juge rend une décision, ben, on appelle ça de la jurisprudence, ben, ça modifie le droit. Donc ça, c'est vraiment le common law. En droit civil, ce n'est pas réellement comme ça. Okay? C'est-à-dire qu'un juge, lorsqu'il va rendre un jugement, il va, oui, c'est bien sûr se baser sur la loi, là, mais il va aussi se baser sur les décisions des autres juges avant lui. Il va citer dans sa décision les autres décisions. Okay? Donc, ce qui fait que certains cas vont faire, on appelle ça faire jurisprudence, c'est-à-dire que la loi est comme un peu modifiée. Notre interprétation de la loi est modifiée par le jugement d'un juge fait dans le passé. Okay? Et on voit ici, justement, elle est super intéressante, cette pyramide-là, que toutes les lois qui sont passées ne peuvent pas aller à l'encontre de la Constitution. Alors, je ne pourrais pas passer une loi qui dit toutes les personnes rousses n'ont pas le droit de travailler, okay? Parce que je vais contre l'article dans la Constitution qui interdit de discriminer. Il y a plein de petits détails comme ça que les élèves aiment apprendre, mais que malheureusement, on ne nous apprend pas à nous, aux enseignants. Alors, il existe d'autres ressources pour nous-mêmes nous éduquer, pour faire apprendre à nos élèves ça, et on va les voir tantôt. Éducation financière, bon, il y a une seule compétence, mais un des 4 aspects de ces compétences-là, c'est carrément considérer les aspects légaux, des droits, des responsabilités, mais aussi des instances. Qu'est-ce que je fais? Hein? Ça aussi, c'est important si on veut mener à l'action. OK, bon, mon employeur me paye 7 piastres de l'heure, puis là, je vais dans l'extrême, là, mais me paye 7 piastres de l'heure, puis il ne me donne pas de pause. Qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? J'appelle la police?
nom que j'appelle la CNESST, donc le fait qu'ils doivent connaître leur recours. Et ça aussi, on va en parler plus tard. Alors, comme je disais, comment l'intégrer? Le droit, il est déjà présent. Alors, ce que les jeunes aiment beaucoup, c'est de faire des liens avec leur quotidien. Et surtout, plus ils vieillissent. Quand on est rendu en secondaire 4, 5, là, les élèves se sentent concernés de plus en plus par le droit. Parce que, justement, ils ont des emplois. Ils pensent, là, bientôt, je vais aller au cégep, je vais me prendre un appartement, j'ai une blonde, on va vivre ensemble, etc. Utiliser des vrais cas, comme par exemple le cas des élèves du collège des Pères Maristes. Donc, c'est ce que j'ai fait moi aussi. J'ai utilisé un vrai cas pour vous montrer à quel point le manque d'éducation juridique peut déraper. Et faire des liens avec leur vécu. Et ça, c'est particulièrement facile pour les profs que vous savez qui enseignent éducation financière. Là, ils vont commencer à être intéressés, ils se sentent concernés. Mais concrètement, là, moi, c'est bien beau tout ça, mais je suis un enseignant d'histoire, je ne suis pas un avocat, je ne sais pas par où commencer. J'ai peur de donner des fausses informations à mes élèves. Alors, on va regarder ensemble quelques ressources qui peuvent vous aider. Ces ressources-là, on va commencer par les ressources d'Éducalois, donc c'est celle que je connais le mieux. Alors, on a notre site grand public, educalois.qc.ca. On a les actualités. Ça peut être super intéressant aussi si jamais vous avez tendance à faire l'actualité avec vos élèves. Par exemple, l'affaire Roson, le télétravail, les accidents de travail lorsqu'on travaille à la maison. Est-ce qu'on peut être indemnisé si je me fais mal au dos ou juste pas, moi, je tombe en bas de ma chaise à ma job alors que je suis en télétravail. Et il y a plein d'autres exemples, mais ça peut être super intéressant pour vos élèves, mais aussi pour vous, si vous allez dans la section « La loi, vos droits », vous avez la loi par catégorie, un peu, si on veut. Et comme je disais, des centaines d'articles qui, être ado aussi, ça pour vos élèves, là, ça peut être vraiment bien. Donc, les droits des ados, la santé et la sexualité, l'école et le travail, l'intimidation, la séparation de leurs parents, etc. Donc, on a plein de super cool articles écrits par celui-là, il est assez court, mais par des avocats et des notaires. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est notre site pour les enseignants. Sur ce site-là, vous allez ici dans « Activités d'éducation juridique » et vous trouvez nos deux offres principales. Donc, des trousses pédagogiques clés en main. Vous voyez, là, je ne suis pas connectée. Là. Je suis un kidam sur le site et j'ai accès à pas mal tout. Celle-là, c'est mon petit bébé à moi, comme j'ai enseigné pendant 5 ans, histoire secondaire 1. Eh bien, ici, vous allez trouver de l'aide pour parler du juridique dans ce programme-là, c'est-à-dire, par exemple, le Code d'Hammurabi, le sens et les fonctions des règles et des conventions dans la société. On explique aussi le concept d'État, pour citer État, et comparer la vision mésopotamienne de la justice à la nôtre. Ensuite, on parle ici d'Athènes, au Québec. Donc, on compare quoi? On compare la démocratie et la dictature, mais on compare aussi un citoyen d'Athènes et aujourd'hui, et le processus de mise en place d'une loi à Athènes et aujourd'hui. Alors, vous voyez, c'est tout ici. On a nos exercices, on a nos PowerPoint. Vous n'avez qu'à cliquer. Alors là, bien sûr, c'est ralenti parce que vous êtes là en train de regarder, comme ça. Oh, il va s'ouvrir dans mon autre écran. OK. Alors, vous voyez, c'est ici. Alors, c'est fait, oui, par moi, la chargée de contenu scolaire, mais également par des avocats. Alors, moi, ma job, c'est super. Je crée du contenu pour vous. Puis ensuite, j'ai des avocats qui repassent, corrigent quand je me suis trompée, puis qui rajoutent des sources. C'est pas génial. Alors, on parle, par exemple, de la séparation des compétences, mais aussi du code d'Hammurabi, des questions de débat pour pousser plus loin, des articles du code avec des liens avec aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui au Québec, j'ai la présomption d'innocence. Je ne peux pas me faire pitcher dans la rivière pour déterminer si je suis coupable ou non. Je suis égale devant la loi. Alors, ce n'est pas parce que je suis un esclave ou un aristocrate que mes punitions sont plus ou moins grandes. Des questions de débat. Alors, on retrouve la même chose pour 2 modules jusqu'à date, et puis les autres sont à venir. Mais il y a plein d'autres super trousses faites donc, en collaboration entre moi, une enseignante et des avocats parce qu'on parle 2 langages un peu différents. On met ça ensemble ici pour vous. Par exemple, celui-là aussi, Internet et la loi, qui est tout nouveau, pour parler à vos élèves de leur comportement en ligne. Qu'est-ce qui peut être
criminels dans l'intimidation, dans la cyber-intimidation, mais pas juste ça, aussi des ressources pour aider les élèves qui ont, disons, une photo d'eux-mêmes qui circulent en ligne, qui veulent faire enlever. Il existe des ressources gouvernementales, les jeunes peuvent se faire aider. Par exemple, on va parler le harcèlement, l'extorsion, la diffamation, mais aussi du discours haineux, du partage d'images, puis on va essayer de leur faire réfléchir aussi, tes données personnelles, donne pas ta date de naissance, ton adresse à n'importe qui, donne pas, juste de leur faire réfléchir à ce que ça peut faire, là, tout ça. Alors, si j'ai des problèmes en ligne, qu'est-ce que je fais? Et tout ça, ça vient aussi avec des exercices en classe, si vous voulez les faire faire à vos élèves. Et puis ça vous appartient, vous le téléchargez, et vous en faites ce que vous voulez. Ce qui m'amène à parler de notre deuxième offre, qui est les ateliers en classe. Les ateliers en classe, c'est vraiment super. C'est-à-dire que tous les enseignants du Québec au secondaire seulement pour l'instant, on va peut-être cette année ou l'année prochaine, le COVID, élargir notre offre au primaire, mais n'importe quel prof au secondaire, dans n'importe quelle ville, région administrative, peut recevoir gratuitement, 100% gratuitement, un juriste bénévole dans sa classe. Donc, vous faites la demande ici. Bon, il faut vous créer un compte là, pour qu'on sache vous êtes qui puis vous travaillez où. Et vous pouvez faire une demande de n'importe quel de ces 8 ateliers-là, donc qui sont sur des thèmes différents. Celui-là, c'est pour éducation financière. Celui-là, c'est sur l'intimidation, des débats. Ici, on a toutes sortes de connaissances sur le milieu du travail, du logement, le droit criminel, etc. Et c'est un juriste qui vient dans votre classe pour l'animer. Alors, il faut tout simplement faire la demande, vous créez un compte, faire la demande au moins 2 semaines d'avance. Et c'est nous, la plateforme, et nous, lorsque ça ne marche pas la plateforme, qui s'occupons de faire un jumelage entre vous et un juriste bénévole de votre région, parce que c'est ça la beauté d'Internet. C'est que nous, Éducalo, on est à Montréal, mais nos juristes bénévoles, on en a près de 1000, ils sont partout dans la province. Alors, eux, ils sont abonnés à l'alerte, et lorsqu'un enseignant fait une demande d'atelier dans leur région, ils reçoivent un courriel. Et s'ils sont disponibles au moment où vous l'avez demandé, ben, ils vont dire « d'accord ». Et puis, pouf, vous êtes mis en contact pour cet atelier-là. Alors, c'est ça, on en donne, lorsque c'est des années scolaires normales, on en donne environ 500 par année dans tout le Québec. Et il y a d'autres choses aussi, là, donc vous pouvez aller voir des questionnaires interactifs, des textes d'information juridique, surtout pour l'éducation financière, les normes du travail, des contrats titulaires, le cautionnement, les retenues sur le salaire, les jours fériés, les formations, etc. Mais aussi pour Monde contemporain, qui explique en gros le droit international, etc., avec des questionnaires et des corrigés. Pour avoir accès aux corrigés, il faut être connecté dans son compte enseignant. Je termine parce que je pense qu'il y a une période de questions. Excusez, avec les 2 écrans, c'est mélangeant. Comme je vous disais, on a ce site-là, nos trousses, nos programmes, nos textes. On a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous allez trouver le vidéo auquel je faisais référence tout à l'heure, mais plein d'autres aussi. Là, on en a des dizaines et des dizaines. Et notre site grand public avec des centaines d'articles, des dossiers et de l'actualité. Il y a aussi des ressources pédagogiques externes. Donc, il y a plein d'autres personnes qui font de l'éducation juridique. Ils n'appellent peut-être pas ça comme ça, mais dans le fond, ils parlent de droit. Et il y en a même plein qui ont une section pour les enseignants, comme par ici, la démocratie, le commissariat à la protection de la vie privée, l'Office de protection du consommateur. Donc, tout ça, c'est aussi sur notre site dans la section ressources externes. Activités pédagogiques externes. Donc, vous voyez, c'est un screenshot de ça, là, carrément. Celle-là aussi, ça peut être intéressant. Hein? Le Jeune Barreau de Montréal font ce qu'ils appellent mercredi, j'en parle en mon avocat. Et n'importe quel jeune de 12 à 21 ans peut aller écrire leurs questions d'avance, donner l'heure à laquelle ils sont disponibles pour recevoir. Et c'est un jeune avocat du Jeune Barreau qui va les rappeler pour répondre à leurs questions, et ça, gratuitement. Et oui, c'est le Jeune Barreau de Montréal, mais c'est offert partout au Québec. Alors, il y a des ressources qui existent comme ça, qui malheureusement sont peu connus dans la société. Mais il y en a des avocats qui font du bénévolat. Ils ne sont pas tous des personnes à l'argent. Oui, il y en a, mais c'est un cliché qui n'est pas nécessairement vrai.
Ensuite, bon, c'est ça, ces ressources-là, il y en a plein, des partenaires, des organisations qui font du super beau travail pour les droits de la personne, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, la CNSST, ils ont une zone d'enseignants pour le processus démocratique. On a par ici la démocratie, on a Élections Québec, on a Élections Canada aussi, qui ont un nouveau site pour les profs qui est en ligne depuis à peu près 2 ans, qui est super beau. L'Autorité des marchés financiers, Equitas, qui est une organisation aussi qui fait la promotion des droits humains, et le Commissariat à la vie privée. Donc, je finis avec un petit peu de pub. Nous allons tenir la 2e édition de la Semaine de l'éducation juridique là, dans exactement un mois, donc du 23 au 27 novembre 2020, on va le rajouter, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir pendant cette semaine-là? Il va y avoir 3 vidéos de formation pour les profs. Une première de 15 minutes chaque. Le premier qui est sur comment mettre en place un process simulé dans votre classe. Donc, ça va être moi et une collègue avocate qui allons donner des explications dans ces vidéos. Ensuite, une autre sur le consentement et les agressions sexuelles, puisque justement, il faut en parler avec le nouveau programme d'éducation à la sexualité, mais ce programme-là, il n'est pas venu avec une formation pour les profs, et il n'est pas venu avec un manuel, et il n'est pas venu avec rien. Donc, on va essayer de vous outiller pour parler de ça avec vos élèves. Et la dernière, c'est sur les agir en ligne. Donc, reprend un peu le contenu de la trousse, Internet et la loi, quoi faire lorsqu'on a des problèmes, et surtout, savoir détecter quand on vit une situation de nature criminelle. Et pendant cette semaine-là, vous pouvez aussi vous inscrire pour avoir un atelier en classe, mais qui n'est pas en classe, qui sera sur Zoom. Et on a plein de juristes connus, en fait, qui vont animer de ces ateliers-là. Des bâtonniers de section, par exemple, l'ancienne ministre de la Justice, Maître Sonia Lebel, le nouveau ministre de la Justice, Maître Simon-Jolin Barrette. Donc, c'est dans un mois. Vous pouvez vous inscrire pour avoir un atelier ou soyez à l'affût des vidéos qu'on va faire pour vous. Je mets fin à mon sharing. Alors, je vois qu'on n'a pas de questions. Je vais peut-être laisser quelques minutes puisque, ben, écoutez, moi, c'est peut-être pas mal tout. Je m'étais arrangée pour avoir du temps à la fin pour répondre aux questions. Alors, on va laisser 30 secondes de silence awkward, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui écrit une question. Sinon, ben, écoutez, on terminera plus tôt, puis ça donnera l'occasion à tout le monde d'aller s'aérer, réchauffer leur café, aux toilettes. Alors, toujours pas de questions, Nadège? Non, aucune. OK. Bon, ben écoutez, alors, je vous remercie. Et puis, si jamais vous voulez... oups, excusez-moi. Vous avez des questions qui vous viennent en tête peut-être plus tard ou vous êtes intéressé, vous avez des questions, peu importe, vous pouvez écrire, il y a 2 articles, 2 adresses courriel à laquelle vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire à scolaire@commercial-educalois.qc.ca ou bien vous pouvez m'écrire directement à moi-même. Je vais repartager mon écran. Parce que je vais l'écrire, tiens, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Mais vous pouvez m'écrire à kim.bélanger@commercial-educalois.qc.ca ou vous pouvez écrire à scolaire@commercial-educalois.qc.ca. Alors, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions ou de collaborer de n'importe quelle façon